Je vais vous présenter l'artiste de l'heure au Québec. Vous aurez sûrement deviné, je vais vous parler de Lara Fabian. Je vais vous dresser un bref profil de sa carrière. Tout d'abord, dès l'âge de 6 ans, Lara Fabian savait déjà qu'elle était pour être chanteuse. Son père, qui dans les années 60 était guitariste pour Petula Clark, inscrit sa jeune fille à différents cours de piano, de musique, de chant. Dès l'âge de 14 ans, elle commence à chanter et sa vie ne tourne qu'autour de la musique. Elle ne vit que pour la musique. 1988, à l'âge de 18 ans, elle participe au célèbre concours Eurovision qui l'entraîne dans différentes tournées européennes et scandinaves. 1991, elle quitte sa Belgique natale et vient s'installer ici au Québec. Et là démarre la carrière professionnelle, mais aussi le grand roman d'amour entre les Québécois et Lara Fabian. Personnellement, j'ai pu voir Lara Fabian en spectacle. Elle m'a complètement charmé par sa voix puissante, cette voix chaude, mais elle me fait aussi basculer dans cette espèce de climat feutré où se rencontrent le romantisme et l'amour. Lara Fabian a ce petit coup, quelque chose de plus, ce charisme évidemment, mais aussi cette passion qui l'entraîne, qui est vraiment la source de toute cette détermination. Laissez-moi vous présenter la femme passionnée, la charmante Lara Fabian. Détruire un néant, tu n'es pas ça. Je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade, parfaitement malade. Bonsoir Lara. Bonsoir. Bienvenue dans la région de la Naudière. Merci beaucoup. De tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce qui te fascine le plus? Je crois à l'amour des gens et leur générosité. Je ne m'attendais pas du tout. Je savais que le public québécois était un public très chaleureux parce que j'y vis depuis 5 ans. Je vis avec vous depuis 5 ans, mais je ne pensais pas que lorsqu'un album décolle comme ça et qu'on vient me voir en spectacle, que la réaction aurait pu être aussi forte. Et chaque soir, je vais de surprise en surprise. Chaque soir, je suis étonnée par ça. Donc l'accueil du public Vraiment. est très important. Très, très important. Primordial même. Oui, oui. Oui. Je vais te demander comment un jour on décide, on t'a quitté ta Belgique natale, comment on décide comme ça un jour qu'on part à l'aventure, on laisse ses amis, on laisse tout le monde, puis pour poursuivre son rêve finalement? Oui, je crois que c'est parce qu'on a un rêve à poursuivre et qu'on veut le faire. Mais sincèrement, si j'y repense, d'ailleurs j'en parlais tout à l'heure au restaurant, c'est drôle, si j'y repense, je me dis que ça a été un grand coup d'inconscience, vraiment. Il y a eu quelque chose Il y a eu quelque chose d'inconscient. C'est pas possible quand on réfléchit vraiment à tous les risques que ça peut comporter et au fait qu'on a abandonné ses racines et sa famille et ses amis, de faire ce geste-là comme ça, en étant conscient. Donc, on l'a décidé, oui, mais je crois que principalement c'était la jeunesse et le fait que j'avais vu très peu de choses avant de le faire. Okay. Tes rêves, on parle de rêves d'enfants, ils ont été confrontés très tôt à la différence, au jugement des autres. Oui. Et comment ça se passait? Ça s'est passé? Ben, ça s'est passé avec le manque d'indulgence et la cruauté des enfants. Je crois qu'un enfant peut être aussi gentil et tendre que cruel et méchant. Et je crois surtout quand il est ado et que lui-même subit les pressions de ne pas savoir dans quel chemin il s'engage et qu'il voit en face de lui un ado qui lui ou elle sait ce qu'elle veut faire et vraiment l'affiche et le montre de façon exubérante. Je crois qu'il en est très, très, très incommodé. Est-ce que tu crois que les enfants sont méchants? Est-ce qu'ils ont déjà une intention méchante? Ou... Non, je ne crois pas qu'un enfant est intentionnellement méchant. Je crois que c'est une défense qu'il produit. D'ailleurs, si je pouvais revenir en arrière, je crois que j'aurais moi-même essayé de trouver les mots pour leur expliquer quelle était la différence et qu'ils ne devaient pas en avoir peur. Parce que je crois que la peur a été la puissance de mon défi, vraiment. La peur de ne pas plaire, ce genre de choses-là m'ont énormément guidée. Alors quand je voyais les jeunes, si je les vois aujourd'hui, si je repense à eux,
je me dis que c'était pas par méchanceté vraiment, non. Ok. Si on passe du rêve à l'amour, j'ai vu une phrase qui m'a beaucoup rejoint. Tu dis je crois que la définition du vrai bonheur et de l'amour est de désirer toujours et encore ce que l'on possède déjà. Je trouve ça très, très beau. Est-ce que tu crois que on est dans une société où est-ce qu'on travaille beaucoup, on est porté à perdre cette notion de bonheur? Oui, c'est vrai, le bonheur simple, c'est-à-dire celui qu'on n'a plus besoin d'apprivoiser, celui qu'on vit et à chaque moment où on le vit, on se sent privilégié et heureuse de le vivre. Je crois qu'il faudrait revenir à ces choses-là. Ce sont des essences naturelles, ce sont des choses qui sont en nous, c'est une base qu'on acquiert, je pense, avec une certaine éducation et un certain environnement. Je crois que si on trouve autour de nous des gens qui pensent comme nous, on vit très heureux. Et je pense que le voyage de la vie, c'est ça, c'est toute la vie, essayer de trouver autour de nous ces gens qui partageront les mêmes pensées, qui nous feront évoluer dans ces sentiments-là. Donc s'entourer de gens qui sont vraiment, qui t'encouragent. Oui, et qui nous aiment, et qu'on aime, c'est très important. Puis au niveau du bonheur, de tout. Moi, j'ai trouvé que cette phrase-là, ça ramenait bien beaucoup à ta chanson Ramène-moi. Je trouvais que les paroles étaient comme. Signifiaient beaucoup cette pensée-là là, sur le bonheur. On va parler un petit peu de solitude, parce que j'ai entendu que tu t'aimais pas tellement la solitude. Non, pas du tout. J'aime pas du tout être solitaire, ça me déprime, ça me rend malheureuse. Une pièce où je me retrouve seule, où je pourrais quasiment me parler, est une pièce où je me sens très inconfortable. Il y a des moments où on en a besoin, je peux le comprendre et je l'accepte des autres. Donc si par exemple les gens que j'aime auraient besoin de cette solitude-là, je la leur laisserais. Mais personnellement, je n'aurais pas ces exigences envers les autres. Je n'exigerais pas de quelqu'un qui m'aime de me laisser à ma solitude. Donc tu respecterais ça, ce besoin de solitude? Chez les autres, oui, absolument. Mais moi, ça me rendrait malheureuse. Okay. Mais comment on peut retrouver le centre de nous-mêmes, parce que tu côtoies énormément de gens, bon, ta carrière va très bien, comment on peut retrouver le centre de soi-même quand on ne peut pas... Bon, tu n'aimes pas la solitude, comment tu fais? On peut s'isoler autrement. Moi, il y a des moments où je fais tout à fait autre chose que mon métier. Par exemple, je m'occupe de ma maison, je vais cuisiner ou je vais lire un bouquin. Et ce sont ces moments-là qui nous permettent de se retrouver. On n'est pas obligé d'être seul, entièrement et matériellement seul dans un endroit pour l'être. Je pense qu'on peut en lisant un bouquin, en faisant la cuisine ou en allant magasiner pour un tapis qu'on veut mettre devant la porte, on peut s'éloigner de tout ce qui peut nous oppresser ou peut nous stresser continuellement. Et c'est comme ça que je le fais. Okay. Vraiment couper là, en faisant des choses anodines comme lire un livre. Exact, les choses les plus simples et les plus stupides possibles. Okay. En terminant, en tout cas, c'est une petite anecdote que j'ai trouvé drôle. Tu as dit, bon, au niveau de l'adaptation, on a dit tantôt que tu es parti dans 91 de la Belgique, tu es arrivé ici. J'ai lu une chose qui est assez drôle, c'est comme, tu dis qu'au niveau de l'adaptation, tu as de la misère un petit peu avec la façon de conduire des Québécois. Je trouvais ça amusant. Oui, c'est vrai, je trouve que... Mais disons que quand on a eu l'habitude de rouler à Rome, à Paris ou à Bruxelles, tout le monde saura que l'Arc de Triomphe, on peut des fois en faire 13 fois le tour avant de prendre une route parce qu'on n'est pas capable. Donc moi, je trouve ça un petit peu... Écoute, je peux pas dire que les gens roulent mal, c'est pas ça, ils roulent différemment. Donc quand on est habitué à quelque chose d'un peu plus rapide, un peu plus nerveux, sans ceinture, à 140, et qu'on aime ça, parce que c'est une question de vie aussi, de choix, et qu'on se retrouve à 80 à l'heure sur une autoroute avec la ceinture dans le milieu du visage, moi ça m'énerve un petit peu. Mais c'est tout, sinon il n'y a rien là. En Europe, de toute façon, sont reconnus pour conduire très rapidement. Oui, et il y a plus d'accidents aussi. Donc dans le fond, des deux, je préfère quand même, en fin de compte, le Québec, parce qu'il y a moins de gens qui meurent sur les routes, et ça c'est bien plus important que de rouler à 200 à l'heure et de risquer sa vie. OK. Puis en terminant, en tout cas, en entendant tes chansons, j'ai vu ton spectacle aussi au Théâtre Saint-Denis. Oui. Je m'aperçois, puis en te parlant aussi, je m'aperçois que c'est vraiment impressionnant. Et puis de voir je comprends plus le lien entre les Québécois et toi. Puis je trouve que vraiment que tu étais une de nos grandes chanteuses. Merci beaucoup. Je te souhaite longue vie à ta carrière. Mais je te remercie, c'était super comme entrevue. Merci.
détruire, anéantir. Pas ça, je suis